Bonsoir à tous, bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour ce rendez-vous Chine, jardin lettré en Chine et au Japon, manifestes et poétiques. Nous avons pour cette soirée avec nous Thio Chebing, j'ai dit dans l'ordre où ils sont, comme ça vous les repérez, Thio Chebing, Nicolas Fievé, Jérôme Damiens et Florence Mercier. Je vais vous les présenter rapidement, mais ils se présenteront eux aussi, puis je vais vous expliquer un peu ce qui nous a amené à les rassembler aujourd'hui ensemble. Non, je vais commencer par là. Pourquoi on les a réunis? D'une part, parce que je me suis rendu compte qu'on avait une chance énorme en France, c'est d'avoir des personnes qui connaissent d'aussi près le jardin chinois, qui ont pu en faire des traductions en français. Je pense à mon camarade de classe, Thio Chebing, on était ensemble à l'école d'architecture Paris-La Villette. Et qu'en fait, en Chine même, c'est pas une évidence que de connaître la culture des jardins et la culture des jardins lettrés. Alors bien sûr, Chebing travaille, il y a des places ici. Bien sûr, Chebing travaille pas seulement sur les jardins de lettrés, il a aussi écrit des ouvrages absolument remarquables sur le Yuanmingyuan, le grand palais des empereurs de la dynastie des Qing, le grand jardin qui est au nord-ouest de Pékin. Vous entendez pas? Ah, quel dommage. Et il y a encore des places devant, puis vous pouvez peut-être aussi en trouver en haut, pour vous qui arrivez. Donc, pourquoi nous avons choisi ce sujet? D'une part, parce que nous avons la chance, vous m'entendez là? Génial. Nous avons la chance d'avoir en France des personnes qui connaissent extrêmement bien des sujets qui, en Chine même, sont difficiles d'accès. Et on ne le sait pas toujours. Et parmi ces personnes, eh bien, Chebing en est l'un. Il a travaillé à faire connaître les jardins impériaux de la dynastie Qing, le Yuanmingyuan, le jardin de la clarté parfaite, à le protéger des promoteurs, à faire connaître aussi toute cette culture lettrée des grands fonctionnaires lettrés du Tiangnan au sud du Yangtze. Et cette culture-là, qui nous est familière pour peu qu'on s'intéresse au sujet, parce qu'on peut lire des livres en français, eh bien en Chine, pour des jeunes architectes actuellement, elle est très difficile d'accès, dans la mesure où ce sont des ouvrages qui sont plus facilement en chinois classique que en chinois contemporain. Nicolas Fievé, lui, qui est en train de vous dire qu'il y a des places devant, je traduis. Et donc Nicolas Fievé est tout aussi remarquable parce qu'il est architecte lui aussi, donc vous voyez que les architectes sont des gens remarquables, mais pas seulement. Et il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et son travail sur les jardins et sur la structure paysagère des villes du Japon ont fait l'objet de nombreux reconnaissance, que ce soit en France par des prix ou que ce soit au niveau international ou dans des programmes de recherche. Et de pouvoir mettre ensemble quelqu'un qui connaît aussi bien le Japon et quelqu'un qui connaît aussi bien la Chine, eh bien c'est assez peu commun. C'est bien ça, hein? Et puis, on a également deux praticiens qui chacun ont une vision et une pratique qui n'est pas exactement la même. L'une est paysagiste, Florence Mercier. Elle a ouvert son agence en 1988 après avoir été à l'école de paysage de Versailles, mais sans cesser de garder un œil et une jambe qui la tirent vers l'Asie et qui l'attire vers les pratiques justement orientales que l'on peut avoir aussi bien en Inde qu'en Chine ou qu'au Japon. Et c'est son regard de paysagiste qui nous intéresse pour voir justement quelle est cette approche très particulière que l'on peut avoir. Et Jérôme Damiens, c'est bien lui, il a... comme il est d'une génération un peu plus jeune, eh bien, il a mis les bouchées doubles dans la mesure où non seulement il est architecte, mais il parle chinois couramment. Il a fait ses études à l'université Tsinghua
à Pékin, qui est l'équivalent de l'école polytechnique, si on cherche à donner un exemple, dont il est par ailleurs également diplômé. Donc vous voyez, on a à côté de nous que des gens extraordinairement brillants. Et sa particularité qui l'amène à être avec nous, c'est que son sujet de diplôme d'architecte, cette fois, il l'a consacré à un ensemble que vous connaissez tous, puisqu'il fait maintenant depuis plusieurs mois la une de toute l'architecture contemporaine chinoise. C'est le campus de Wangshu, d'Amateur Architecture Studio, donc à Hangzhou, le campus de l'école de Beaux-Arts, qui a été le sujet de son mémoire d'architecte à l'école Paris-Belleville. Voilà pour la présentation rapide, et puis chacun pourra rajouter à sa guise ce qu'il a envie d'apporter pour compléter cette présentation. Il y a quelques mois, à Shanghai, on avait été invité à un débat entre jeunes professionnels chinois qui portaient sur ce thème. Qu'est-ce que la recherche sur les jardins chinois, peut apporter à la création architecturale contemporaine? Et je me suis dit, mais effectivement, pour nous, c'est une évidence dès lors qu'on a un petit peu étudié ces différentes facettes que les uns et les autres présentent ici. Mais j'ai compris à quel point ce n'était pas nécessairement une évidence pour les jeunes architectes chinois. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons cette rencontre. Alors, dans un premier temps, on va suivre un plan un petit peu chronologique. Je vais proposer à Qiu Chebing de prendre la parole pour nous expliquer cette base des jardins chinois, celle qu'on va retrouver dans un traité qui s'appelle le traité des jardins, le Yuanyi, qu'il a donc traduit aux éditions de l'Imprimeur. Eh bien, c'est quoi et comment donner quelques éléments de compréhension sur ce que sont ces jardins de lettrés, leur lien justement avec le poétique, avec le domaine du poétique, et en quoi aussi ils peuvent être des manifestes. Donc, Chebing, à toi la parole. Bonsoir tout le monde, merci Françoise, tu as évoqué que nous étions camarades, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est bien. L'architecture préserve, le jardin préserve. Dans le texte préparé par l'Observatoire, donc il est question du Yuanyi, effectivement. C'est un ouvrage essentiel. Je vais vous parler un petit peu du Yuanyi, puisqu'il permettra peut-être de lancer un petit peu le dialogue entre nous, avec vous. Le Yuanyi, donc, c'est un écrit publié vers 1634. Il y a eu au moins 2 éditions. Je baserai un petit peu mon introduction sur 3 points. La tradition, la modernité. Dans la forme, le Yuanyi, Françoise l'a dit, est un texte assez difficile d'accès. C'est un texte qui a été rédigé à la fin de la dynastie des Ming. 1634, c'est dans 10 ans, la dynastie des Ming n'existera plus. Il y a eu un courant littéraire assez spécifique à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle le Pianwen. C'est une sorte de prose versifiée de 4 et 6 pieds avec des allusions littéraires, poétiques, qui est assez précieux, et tous les textes essentiels du Yuanyi, les chapitres, les textes introductifs aux chapitres, donc des différents corpus donc, de ce texte, et le premier texte à propos du jardin, par exemple, le dernier texte sur l'empreinte de scène, était rédigé en Pianwen. Ce qui fait que, effectivement, pour le lecteur lambda aujourd'hui, c'est un texte extrêmement difficile à comprendre, à tel point que c'est dans les années 70-80 qu'une édition commentée en chinois moderne a été proposée et qui a permis enfin de mettre ce texte à la portée de tout le monde, je dirais. Alors c'est un texte qui
Alors, pardon, sur la forme, donc c'est un texte difficile d'accès, avec énormément de références littéraires, historiques, des termes techniques aussi. Et dans le fond, c'est un texte d'une très grande modernité, puisque son auteur, Chi Cheng, qui est... on n'a pas énormément d'éléments, mais néanmoins, dans sa propre préface, et en fouillant un petit peu dans les différents textes d'autres auteurs qui ont fréquenté Chi Cheng, donc c'est un lettré qui a énormément voyagé, donc fait extrêmement important pour sa formation, puisque c'est en voyageant, en voyant les paysages que l'on se forme et qu'on intègre ces paysages au fond de soi et qui permet après de les rendre et de participer donc à la création en quelque sorte de l'œuvre. C'est un texte d'une grande modernité puisque déjà Chi Cheng se préoccupait d'intégration au site, d'examen de l'environnement, de respect donc de cette nature et de proposer une vision totalement globale d'une certaine osmose entre l'homme et la nature. Et ceci, je crois, est quelque chose d'extrêmement important. Il se préoccupe des végétaux à préserver, il se préoccupe de l'eau, élément évidemment extrêmement important dans toute création de jardin, de la présence de cette eau en surface ou même en souterrain. Deuxièmement, la transmission, ce qui nous amène à nous poser un petit peu la question sur la nature de cet ouvrage. Il existe très peu d'ouvrages, de traités, dans le sens où nous l'entendons, de renaissance humaniste, donc des traités, des grands traités d'architecture ou même de paysage, de jardin. En Chine, il en existe très très peu, presque même pas. Et dans la Chine traditionnelle, c'est-à-dire ce que j'entends, c'est avant 1911, je pense que le Yuanye a cette statut extrêmement spécifique de constituer le seul traité que l'on peut ranger dans cette catégorie, encore que le terme peut-être est à redéfinir. Le Yuanye, c'est déjà le titre dans la traduction qui a été proposée. Bon, c'est traité du jardin, parce que c'est difficile de proposer le titre littéral en quelque sorte. Yuan, c'est jardin. Ye, c'est un terme qui est propre à la métallurgie, donc c'est fondre, c'est mouler, c'est donner une certaine forme. On aurait pu proposer le creuset du jardin, qui aurait été un titre assez sympathique, mais mon éditeur a trouvé que c'était quand même un petit peu dur peut-être. Donc on a opté pour le traité du jardin. Cette transmission, puisque l'auteur, Chi Cheng, à la fin de son postface, disait qu'en fait, il a écrit cet ouvrage pour transmettre. Pour transmettre, il disait à ses deux enfants, qui sont encore petits, mais qui destinaient à la même profession que lui, voilà, transmettre. Et dans le milieu de la recherche architecturale en Chine, pendant très très longtemps, enfin encore de nos jours, on disait que cet ouvrage a été perdu. En tout cas, en Chine, on n'en a plus entendu parler pendant presque 250 ans, toute la durée de la dynastie des Qing, parce qu'un renégat, en quelque sorte, à la classe lettrée, a rédigé un avant-propos qui fait que cet ouvrage est jeté au rebut, en quelque sorte, par la gente donc, des intellectuels. Mais cet ouvrage, en tout cas, a servi d'après mes recherches et d'après ce que moi, mes extrapolations, cet ouvrage, en tout cas, nous en trouvons trace, mais Nicolas en parlera beaucoup mieux que moi, en Japon, dès la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, puisqu'on a trouvé des traces qui datent dès 1701, sous l'ère donc de l'empereur Kangxi, et sous différents titres. D'ailleurs, il est intéressant que cet ouvrage, on le trouve sous 4 titres différents, bien sûr Yuanye, mais aussi le livre complet de la classique du bois ou encore Atteindre l'œuvre céleste, des exemples de jardin. Et aussi, en Occident, j'ai fait une étude un peu comparative entre le Yuanye et la dissertation de Chambers. Donc William Chambers, qui a été 2 fois en Chine, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle donc, enfin qui a écrit un chapitre dans son Designs, et ensuite qui a écrit une dissertation sur le jardinage de l'Orient,
Et quand on regarde les deux textes, on est assez frappé par certaines similitudes. Et quand on lit Chambers, il disait qu'en fait, il a été initié à l'art du jardin chinois lorsqu'il était à Canton par un peintre célèbre qui s'appelle Lep Kwa. Je n'entrerai pas les détails, mais toujours est-il que si effectivement des similitudes existent, est-ce que ce fameux peintre qui s'appelle Lep Kwa aurait pu s'appuyer sur le Yuanye pour transmettre ces éléments qui ont permis à Chambers de passer en quelque sorte sa connaissance ou sa perception de l'art du jardin chinois en Occident. Voilà pour la transmission à travers le temps et dans l'espace. C'est très bien que cet ouvrage, en tout cas, a été exporté vers le Japon au XVIIe, XVIIIe siècle, puisque c'est par le biais du Japon qui a eu le retour, en quelque sorte, puisque ce sont des étudiants chinois qui ont été étudiés au Japon et qui ont pris connaissance des exemplaires qui ont circulé au Japon, que cet ouvrage est revenu en Chine dans les années 1930 et plus particulièrement, très abondamment, dans les années 70-80. Deux ouvrages, enfin, un autre ouvrage important va être édité à ce moment-là, c'est l'ouvrage sur les jardins classiques de Suzhou de professeur Liu Dongzhen. Donc les deux ouvrages qui pour moi constituent les deux grammaires en quelque sorte de l'art du jardin chinois, l'un étant extrêmement entre guillemets théorique, traité. Il aurait dû avoir des images, mais on n'a pratiquement aucune image sur l'art du plan général du jardin, puisque les seules images que nous avons, les illustrations que nous avons, ce sont des éléments sur des balustrades, sur des ouvertures, des fenêtres, etc. Et l'ouvrage du professeur Liu Dongzhen permet, puisque c'est un relevé de 15 jardins de Suzhou, avec des photos extrêmement intéressantes, et surtout avec des plans pour les architectes extrêmement importants. Alors, en Occident, je vous ai dit, donc Chambers, à travers sa dissertation, et le premier ouvrage contemporain, c'est dans les années 1950, c'est le professeur Oswald Sirend qui, dans son Gardens of China, en 1950, je crois, ou 49 ou 50, je ne me souviens plus exactement de la date, qui, le premier, va proposer quelques traductions, et à partir de cette date-là, nous avons plusieurs, je pense à notre ami Stan, maintenant qui enseigne à Hong Kong, qui à l'époque était en Australie, qui avait proposé une première traduction inédite du Yuanye. Et puis en 1988, je crois, il y a la traduction en anglais donc de Alison Hardy, The Craft of Garden. Et puis moi-même, j'ai osé proposer cette traduction en 97 donc de l'ouvrage du Yuanye. Voilà. Merci pour cette présentation des circulations du Yuanye. On y reviendra, je pense, tout à l'heure pour définir quelles sont les grandes caractéristiques qui sont mises en place et mises en œuvre. Mais déjà, allons voir du côté du Japon avec Nicolas. Et qu'en est-il côté japonais ? Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, Françoise m'a demandé de dire quelques mots sur l'histoire des jardins, du jardin au Japon. Je ne vais pas commencer, pas véritablement parler du Yuanye au Japon, non pas que le livre n'ait pas existé, puisque en fait très tôt, dès le XVIIe siècle, on en a trace, on sait qu'il est importé au Japon. Mais semble-t-il, alors il faudrait que je poursuive les recherches dans ce sens, mais il a été très vite classé dans les livres interdits par le gouvernement des Tokugawa. Donc il n'y a pas une très large diffusion au Japon. Et par ailleurs, au XVIIe siècle au Japon, on a déjà 7-8 siècles d'une longue tradition d'art des jardins, plusieurs traités qui ont été rédigés, des manuscrits et des ouvrages imprimés depuis le XVIIe siècle, qui sont largement diffusés. Et finalement, le Yuanye n'a pas, à ma connaissance, influé directement sur l'art des jardins du Japon de la période d'Edo, puisque c'est la période concernée. Alors, le jardin, d'abord le jardin au Japon,
comme vous pouvez l'imaginer, après plus de 10 siècles d'histoire, c'est un ensemble de types de jardins très différents les uns des autres. Il y a des styles très différents, des grands jardins, des petits jardins, des jardins avec des grandes pièces d'eau, des îles, d'autres beaucoup plus réduits avec très peu de végétation, des jardins faits uniquement de roches, de graviers. Bon, il y a une longue et une histoire très variée des jardins. Ce qui ne veut pas dire que tous ces jardins n'ont pas des points en commun, bien entendu. Ce qui apparaît, donc le jardin au Japon se développe vraiment au Xe siècle. Ça commence au IXe siècle à Kyoto, enfin l'ancienne Heian-kyo. La ville est fondée, les nobles occupent des parcelles assez vastes, et sur ces parcelles, ils se font bâtir leur palais au milieu de vastes jardins. On a beaucoup de descriptions, de récits, de journaux intimes qui décrivent la vie dans ces jardins. Donc on connaît assez bien les jardins par les textes, on les connaît moins bien par les images parce qu'il y a très peu de peintures, il y en a quelques-unes mais très très peu. Ce qui apparaît, et c'est une qualité qui, à mon sens, va toujours être attachée au jardin japonais jusqu'à la période moderne, contemporaine, c'est que le jardin... Oui, pardon, merci. Le jardin a une fonction magico-religieuse qui a à voir avec la santé, avec la prospérité de ceux qui habitent la maison, le palais, où se trouve ce jardin. Pour les Japonais de l'Antiquité, il faut bien imaginer que les arbres, les roches, les chutes d'eau, les montagnes étaient animés de force, étaient des lieux occupés par les esprits, ils le sont toujours d'ailleurs dans une certaine mesure, et lorsque l'on a construit des grandes capitales sur le modèle chinois dans les plaines, il y a eu en quelque sorte un besoin de subrogation de ces forces et donc d'amener à côté des habitations ces éléments naturels auprès desquels on ne pouvait plus habiter depuis que l'on a créé ces grandes capitales. Et le jardin, tout au long de son histoire, a conservé cette valeur. Alors, dans la conception du jardin, deux éléments expriment cette dimension liée au sacré. D'une part, ce que l'on appelle le niwa. Alors, niwa, c'est le mot commun pour désigner aujourd'hui un jardin. À l'époque ancienne et tout au long de la période médiévale, donc du Xe au XVIe siècle, c'est une cour de sable blanc, de gravier blanc, qui est aménagée entre l'édifice où l'on est, qui est, dans l'architecture japonaise, complètement ouvert sur le jardin. Vous le voyez sur certaines images qui défilent derrière vous. Et qui est un plan dégagé avant une seconde partie de ce qui va former le jardin, qui est un paysage aménagé à l'aide de roches, de cours d'eau, d'étangs et de végétation. Ce niwa, donc cette étendue de sable blanc, était utilisé pour les rituels, pour rendre culte aux divinités. Par exemple, l'empereur, au début de l'année, saluait les divinités des 4 points cardinaux, l'esprit de ses parents défunts, sur ce niwa, sur cette étendue de sable blanc. C'est là aussi où l'on recevait les oracles. Ça se passait dans le jardin. Et puis, l'autre partie, qui est donc le paysage du jardin, il est toujours, depuis
le Xe siècle et jusqu'au XIXe et on va dire la première moitié du XXe siècle, un paysage représenté en miniature. Ce paysage peut être un paysage réel, un paysage du Japon. C'est le plus souvent le cas dans le Japon de la période ancienne et du début de la période médiévale. Ça peut être aussi un paysage de la Chine, que les Japonais connaissaient par la poésie et par la peinture. Mais c'est aussi un paysage imaginaire, et notamment, on a tout un ensemble de représentations de mondes paradisiaques, hein, donc, qui viennent du bouddhisme, le mont Sumeru, hein, donc, qui est une vision du monde qui vient de l'Inde, qui est souvent représentée par une roche dressée au milieu de l'étang, une influence du taoïsme avec les îles des immortels du Tao, elles-mêmes souvent représentées au milieu de l'étang, voire aux alentours du XIe, XIIe siècle, le paradis de la terre pure du Bouddha Amida. Mais dans le cas de jardins qui représentent des paysages réels, des paysages du Japon ou de la Chine, finalement la distinction entre l'imaginaire et le réel reste relativement floue. D'abord, la plupart des paysages représentés, on va avoir les sites de Miyajima, qui est un grand site célèbre naturel au large de Hiroshima. On va avoir le site de Amano Hashidate sur la mer du Japon. Sont tous finalement des sites importants dans la mythologie japonaise. Donc le lien entre la réalité, le site réel, et une représentation du site dans la mythologie est très fort. Dit autrement, ce sont aussi des sites sacrés. On a beaucoup de représentations du mont Fuji à partir du XVIIe au XVIIIe siècle dans les jardins japonais. Le mont Fuji aussi est un lieu qui fait l'objet de tout un ensemble de cultes assez complexes, et c'est une montagne sacrée parmi d'autres au Japon. L'autre élément, donc cette dimension du sacré dans le jardin japonais est absolument essentielle. L'autre élément que j'aimerais aussi souligner dans cette très brève présentation, c'est le fait que, paradoxalement, le jardin, qui est par définition une nature artificielle, un artefact, représente toujours la grande nature, une nature sauvage. On va représenter dans le jardin des sites, des montagnes qui sont des lieux de la nature sauvage. Et c'est par le jardin que l'homme, le citadin, reste en contact d'une certaine manière par ces hétérotopies, hein, par ces mondes autres que sont le jardin, avec la nature sauvage. Sur les traités de jardin, ce qui lance cette discussion, c'est le Yuanyi, on a un premier texte qui remonte au XIe siècle au Japon, le Sakuteiki, donc les notes pour littéralement faire un jardin, donc notes sur la composition des jardins. Alors, on n'a pas au Japon de traité comme le Yuanyi extrêmement complet, qui donne une vision globale d'abord de ce qu'est un jardin, de l'aménagement du jardin, des éléments qui composent le jardin, et de l'homme parmi la nature. C'est des textes beaucoup plus courts, c'est des textes techniques, qui finalement sont plutôt des compilations d'un ensemble de principes ou de règles pour aménager son jardin. Je dis son jardin parce que jusqu'à
une période finalement tardive, hein, jusqu'à l'époque, jusqu'au XVIIe siècle, c'est le noble ou les moines, puisque à partir au XIIIe, XIVe, XVe siècle, il y a tous les jardins zen de Kyoto qui se développent, mais c'est ceux qui habitent finalement le lieu qui conçoivent leur jardin. C'est le noble qui conçoit son jardin, qui décide du paysage, qui va choisir telle montagne, ici est le plan d'eau, ici sont les roches sur l'ont placées, et qui évidemment demande à des hommes, à des ouvriers, de mettre en place les pierres, les roches. On a d'ailleurs dans les textes des passages très intéressants, hein, où on voit les hauts dignitaires qui s'assemblent parce que tel noble, Fujiwara no Yorimichi, va concevoir son jardin. Et donc, on est autour de lui, il dit de placer la pierre principale là, une pierre secondaire ici, etc. Donc, dans les traités de jardin, on a plutôt des ensembles de typologies. Dans le Sakuteiki, principalement, on a une liste des paysages, des types de paysages à représenter. Paysages de bord de mer, de bord de rivière, de torrents, de plaines, de collines, de montagnes, d'étangs, de marais, et des indications pour représenter ces paysages. Pour faire un torrent, on va placer tel groupe de pierres pour aménager un mouvement du torrent, etc. Ce qui apparaît dans tous les traités, c'est, et là, contrairement aux traités chinois dont parlait Zhebing, c'est que ce sont avant tout et principalement les pierres, les roches, qui structurent le jardin. Et les traités parlent essentiellement des pierres et des roches, et donc de la manière d'assembler les pierres. La végétation, la question de l'horticulture n'est quasiment pas abordée. Alors on va avoir à l'époque d'Edo, donc à partir du XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, notamment grâce à la diffusion de livres chinois, des ouvrages d'horticulture, mais ce ne sont pas les traités de jardin. Les traités de jardin parlent relativement peu, les traités anciens en tout cas, des végétaux. Le végétal est un élément secondaire, somme toute, dans la composition du jardin. Alors, ce qui est intéressant, parce que on va en parler avec aussi nos deux collègues praticiens paysagistes, c'est que cette ancienne histoire du jardin, l'espace dégagé de la cour où avaient lieu les rituels, et puis le paysage sacré représenté en fond de jardin, amène, génère une pratique du jardin qui est faite de plans successifs. Historiquement, le jardin se contemple depuis l'habitation, depuis les espaces dégagés, la galerie sud des habitations où se passait l'essentiel de la vie des habitants. Et donc on a l'habitation, on a la galerie, le plan de la galerie externe que l'on voit si on est un petit peu en retrait, puis un espace dégagé, un vide, un intervalle. Et après, un premier plan qui le plus souvent est une petite zone de végétation, et enfin l'étang, la pièce d'eau, avec une île centrale qui est au centre, qui est dans l'axe du centre de l'édifice principal. Il y avait une raison très, très simple à cela, c'est qu'à l'époque ancienne, sur l'île, lors des fêtes, on plaçait des musiciens, voire des danseurs, et on contemplait le spectacle depuis les habitations. Mais ces pratiques anciennes ont véritablement structuré une manière de faire le jardin, et derrière l'île principale, derrière l'étang, on a des collines artificielles, plus hautes évidemment, qui vont faire le fond du jardin. Et dans les livres de l'époque d'Edo, donc 17e, 18e siècle, où les jardins qui se sont développés à Kyoto
avec le développement de la nouvelle capitale politique Edo, donc l'actuel Tokyo, le développement du pouvoir des seigneurs dans toutes les régions du Japon, on a un art des jardins qui est diffusé dans l'ensemble du pays. Et c'est là qu'apparaissent de nombreux traités imprimés qui vont pouvoir être vendus aux quatre coins de l'archipel. Et on voit dans ces traités, qui sont une sorte de résumé technique de ce qui existait dans l'art des jardins à Kyoto, qu'on construit, on aménage le jardin à partir d'intervalles de vide et de plans. Et on construit comme ça le jardin par rapport à un point de vue, des éléments premiers, un espace vide, un élément second, etc., etc. Voilà pour les questions d'aménagement. Il y a un autre aspect, mais peut-être ça va comme... Oui, je pense que c'est... Voilà, sur pour aller voir la manière après. de placer les pierres. Et justement, avant de continuer sur l'apport qu'on peut avoir dans la pratique aujourd'hui, j'aimerais redonner la parole à Thio Chebing pour qu'il nous présente quels sont ces éléments en fait qui président à la composition d'un jardin. Je me souviens d'un texte de Madame Guodai-Ring, de Madame Zhang Tingqiu disant « Pour qu'un jardin soit réussi, il faut qu'il y ait fondamentalement un fil directeur ». Et ce fil directeur, tu l'as un peu évoqué, Nicolas, on voit aussi le lien avec la pensée philosophique, avec la pensée religieuse, avec le bouddhisme, avec le Chan. Si tu veux nous en dire un mot, nous dire aussi ce qui a été évoqué par Nicolas sur les relations entre espace intérieur et espace extérieur, la manière de le mettre en place, les galeries. Qu'est-ce qui fait cette harmonie que tu évoquais au début et qu'évoquait également Nicolas, cette articulation entre la nature et l'humain? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler maintenant, si je puis dire, de ces éléments qui président à la bonne réalisation d'un jardin? Nous avons jusqu'à minuit. Oui. 3 heures. Alors en Chine, on dit pas planter un jardin, on dit zaoyuan, on dit construire un jardin. Donc l'élément déjà de construction, donc construire dans les deux sens, construire, aménager et construction, hein, puisque le bâti occupe une place extrêmement importante. J'ai évoqué la nature. Jusqu'à une date relativement récente, on considère toujours que l'architecture, ou plus précisément, il convient de dire plus que architecture, puisqu'il y a une connotation humaniste, que ce terme ne recoupe pas en Chine, puisqu'en Chine, c'est bâtir plutôt, que le bâtiment était placé sous le signe du confucianisme, et que le jardin est davantage placé sous le signe du taoïsme, avec ce que notamment Nicolas a évoqué, les 3 îles de l'immortalité. Mais il faut savoir que déjà au 5e siècle avant l'ère chrétienne, donc le maître, ce que nous en Chine nous appelons le maître, Confucius, reliait 2 éléments essentiels du jardin, et avant peut-être le jardin, le paysage, à savoir la montagne et l'eau, le san et le sui, à 2 vertus essentielles, d'après le maître, à savoir que l'homme d'intelligence, de sapience, de savoir, aimait l'eau, et que l'homme de Ren, alors on va revenir sur cette notion, aimait la montagne. À l'un, la vivacité, la vie, à l'autre, la stabilité, l'immuabilité, pardon. Alors, qu'est-ce que le jeûne? C'est une notion qui est assez difficile à définir, puisque l'un des traducteurs des entretiens de Confucius, le professeur Han Cheng, pensait qu'il était impossible à traduire, peut-être à le rendre, c'est l'humanité, la vertu d'humanité. Alors le caractère qui représente le jeûne est assez intéressant, peut-être peut donner une idée, c'est le radical homme avec le chiffre 2.
c'est-à-dire une sorte d'altérité. Donc, cette vertu. Donc, à partir de Confucius, ces deux éléments, san et sui, vont devenir des éléments essentiels pour l'aménagement du jardin. San sui, qui d'ailleurs est l'expression consacrée pour le genre paysager. Il ne faut pas oublier peut-être un autre élément dans un autre genre de l'art majeur, qui est la poésie, à savoir le genre tianyuan, c'est-à-dire le champ et le jardin, ou le champ et le verger, selon la connotation que l'on donne au deuxième terme de yuan. Et là, il faut se rapporter à une figure extrêmement importante de la poésie, du jardin aussi. C'est cette figure tutélaire de ce genre de poésie de tianyuan. Il s'agit de Trao Yuanming qui a vécu au IVe siècle environ et qui va donner tout son sens de ce retour au jardin, donc au plaisir de vivre au sein de cette nature dont nous a parlé Nicolas. Il faut savoir que la nature en Chine, de sa représentation de peinture de paysage, est toujours une nature sauvage, certes, mais toujours une nature qui n'est pas hostile à l'homme, où la présence de l'homme est en parfaite osmose avec la nature représentée. Il y a toujours une présence humaine et aussi donc cette présence humaine qui constitue le point focal, le point à partir duquel c'est là peut-être que le jardin chinois et le jardin japonais diffèrent d'une certaine manière à partir d'une certaine période donnée. En Chine, le jardin est éminemment dynamique. C'est un jardin que l'on découvre en se promenant. Bien sûr, il y a des points à partir duquel on voit le paysage, on voit la scène. La notion de scène, évidemment, est quelque chose d'extrêmement important. Donc, en chinois, c'est le mot qing. Et le caractère aussi du mot qing est extrêmement intéressant. C'est le caractère radical avec l'autre radical en dessous qui est capital. C'est-à-dire le qing, c'est ce que le regard que l'homme porte sur ce qui est devant lui. À savoir qu'un qing, d'une certaine manière, ne peut jamais être identique à deux personnes qui le regardent, puisque c'est toujours avec son bagage culturel que l'on porte ce regard sur une scène composée. Donc ce qing, qui se trouve devant soi, se modifie au fur et à mesure, et l'aménagement est toujours... En Chine, dans un jardin chinois, on n'a jamais une ligne droite, d'une certaine manière. Les rives, et le père jésuite Attiré, Jean-Denis Attiré, peintre et aménageur, qui va participer avec Castiglione à l'aménagement du Yuanmingyuan, du fameux jardin de clarté parfaite, disait que les rives sont toujours aménagées avec avancée et recul, ce n'est jamais tiré au cordeau. Et pour un Chinois, un jardin réussit lorsque, à chaque pas que l'on fait, la scène que l'on a devant ses yeux se modifie. Donc, le fait que tout est en courbe, en contre-courbe, en zigzag, est extrêmement important puisque cela permet de recadrer le regard de l'homme, du visiteur, à travers le paysage. Et certains éléments d'architecture, et je pense notamment au pavillon, donc le caractère chinois c'est ting, donc il peut se traduire en pavillon, kiosque, belvédère, mais le caractère lui-même est homophone, donc de cet élément, de cette typologie d'architecture, de belvédère, de kiosque, de pavillon, se prononce de la même manière que s'arrêter. C'est-à-dire le ting, c'est l'endroit où l'on s'arrête pour regarder, pour porter un regard sur le paysage qui vous entoure. Donc c'est à partir de là qu'on a effectivement la recomposition d'un paysage qui peut être effectivement quelque chose qui est totalement en rapport avec une scène réelle, un paysage réel que l'on a des monts et des fleuves, ou quelque chose de totalement mythique, la montagne Sumeru, effectivement, le paradis, si le paradis chinois dans le jardin est bien sûr taoïste avec les 3 îles d'immortalité, mais c'est également en rapport avec le personnage que je vous ai parlé, donc de Trao Yuanming, qui parle donc de ce retour au champ et de l'âge d'or, en quelque sorte, d'une certaine Arcadie que l'on a dans la culture confucianiste. Et bien sûr aussi, puisque en Chine, la pratique du confucianisme, du taoïsme peut ne pas et
n'exclut pas le bouddhisme. Et ce jardin, le paradis, c'est aussi le mont Sumeru, c'est les monts de terre pure ou d'émeraude, de Amitabha ou d'autres divinités ou de déesses bouddhiques. Je ne sais pas si peut-être qu'on va laisser aussi un petit peu la parole. On va laisser aussi un petit peu la parole et j'hésite entre donner la parole à Jérôme Damiens pour qu'il nous parle de ce monde en miniature qu'il a vu à Hangzhou ou à Florence Mercier. Je vais vous laisser décider l'un ou l'autre. Florence Mercier, sur justement qu'est-ce qui l'a attiré. On a déjà pas mal de notions qui sont arrivées, les relations plein vide, la création de scènes, les cadrages. Quels sont ces éléments qui l'ont attiré vers l'Asie? Donc voilà, je vous laisse. Vous pouvez alterner aussi l'un ou l'autre. Oui, donc en tant que praticienne paysagiste, j'ai visité donc les jardins, enfin un certain nombre de jardins en Chine et au Japon, et c'est plus mon expérience spatiale finalement des jardins que je vais évoquer et la façon dont ça peut nous inspirer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes, vous l'évoquiez, qui peuvent être nous parler aujourd'hui de façon très très actuelle et contemporaine. Alors j'ai fait mes études à l'école de Versailles dans le cadre de l'atelier Le Nôtre. Et c'est là que j'ai découvert et appris à aimer le travail de ce grand jardinier, notamment au regard de ce qu'il nous enseigne sur la façon de gérer l'hydraulique, de s'inscrire dans une topographie par une géométrie parfaitement réglée. Donc on est très loin, semble-t-il, des jardins chinois et japonais. En même temps, j'ai été très vite passionnée par les jardins japonais et chinois, parce qu'il nous offrait d'ouverture et de champ d'investigation au regard de ce que je ressentais de l'espace et de cette pratique de ce travail sur le paysage. Il semble qu'aujourd'hui, dans la pratique du paysage, il y a une sorte de prévalence du visuel qui s'exprime en particulier par les modes de représentation du projet qu'on retrouve dans les concours ou dans notre pratique, qui sont des plans et des perspectives. Et on voit bien que la peinture chinoise ou japonaise évoque d'autres choses. Or, nous faisons partie du monde et en quelque sorte, on fait corps avec le paysage. Et ça, c'est une question très actuelle que l'écologie fait réémerger aujourd'hui. Notre relation avec ce paysage et le fait qu'on est une partie aussi de ce paysage. Donc le paysage, pour moi, ne fait pas seulement référence au visuel, mais aussi à d'autres modalités de la perception. L'espace n'est pas neutre, il interagit avec nous et nous le transformons par nos interventions, mais aussi par notre propre présence. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, j'espère que dans ton travail sur le Yuan Mingyuan, c'est, tu disais, l'homme et la nature dans la notion chinoise de paysage ne s'affrontent nullement, bien au contraire. Un paysage, une scène, ne saurait exister sans l'homme pour les contempler. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait nous parler aujourd'hui. C'est ainsi qu'au fil de mes projets, un certain nombre de thèmes des jardins chinois et japonais ont fait écho à mon travail, l'ont inspiré et nourri. Tout d'abord, le thème de l'adaptation au site qui est évoqué dans l'Uanue. En lisant l'Uanue et sa traduction assez récemment, les débuts du texte m'a semblé très actuels. J'ai eu l'impression qu'un professeur ou un confrère me parlait et j'ai trouvé de grandes similitudes entre la démarche décrite par Ji Cheng et celle de Le Nôtre ou encore celle du paysagiste contemporain. Tout d'abord, bien sûr, sur la question de l'hydraulique et de l'inscription topographique des parcs. C'est un des fondements donc de l'œuvre de Le Nôtre et ces questions sont aujourd'hui, ont toujours été, mais sont encore plus aujourd'hui au cœur du travail des paysagistes. Elles réémergent de façon encore plus aiguë avec les problématiques d'inondation et de gestion des eaux pluviales. Et j'ai beaucoup aimé dans cet ouvrage la façon dont il parle de façon très très concrète de l'usage du site, de l'eau, de l'hydraulique, et c'est très très actuel. Donc à l'époque de Le Nôtre, ça se posait en d'autres termes, puisqu'il fallait assainir des sites marécageux, comme à Versailles, alimenter des bassins et des fontaines. Aujourd'hui, il nous faut plus réguler l'écoulement des eaux pluviales, des espaces urbanisés vers les rivières.
on voit que dans le jardin chinois, les questions du choix judicieux du site, évaluer le site dans l'Yuanyue, l'adaptation du projet au site décrit dans le tout premier chapitre du livre, ou encore le système hydraulique comme celui du Yuanmingyuan, sont des éléments fondateurs dans le jardin chinois. Donc ça, c'est des choses qui résonnent complètement avec notre pratique actuelle. Et ces questions sont encore très actuelles en Europe et notamment aussi en Chine, avec la question des enjeux environnementaux contemporains qui sont liés à la question de la façon de gérer les eaux. Une notion qui est aussi très importante et dont que Nicolas évoquait, pour moi, c'est celle du travail sur le vide et qui fait fortement écho à la notion du ma au Japon. Quand j'ai visité les jardins de Katsura, j'ai eu l'impression qu'il y avait une coïncidence entre les choses qui formait une sorte de tissu dans lequel on était aussi pris, qui allait un peu au-delà du visuel et qui avait une sorte de résonance entre les lieux à laquelle on prend part. J'ai ensuite découvert la notion de ma au Japon. C'est un terme qui fait à la fois intervenir, et Nicolas en parlera beaucoup mieux que moi, à la fois la notion d'espace et de temps, qui signifie aussi bien la distance qui sépare deux objets que du temps qui s'écoule entre deux actions. Donc je pense que le paysage, c'est pas tant les choses que ce qui se passe entre les choses et la façon dont le promeneur va pouvoir s'y mouvoir et s'y promener. Et plus que les objets proprement dit, mon travail porte sur le rythme et l'intervalle entre les choses. Il s'agit de créer des points focaux à l'intérieur des lieux en initiant des parcours. Donc le projet de paysage, c'est pas des objets, il consiste pour moi à modeler le vide, à activer son potentiel, de façon à lui donner la capacité d'accueillir de multiples configurations d'usage. Sur le site, il s'agit de décrypter les points d'intensité existants, les points potentiels, pour les mettre en résonance et vitaliser les lieux. Au-delà de la composition, donc de la scène qui s'offre à la vue, c'est la question des potentialités du lieu et de la façon dont on peut les décrypter. Par exemple, il y a un élément très très important dans le jardin, c'est la question de la distance entre deux bancs et leur localisation. Où est-ce qu'il faut les placer, ni trop près ni trop loin pour activer le vide. Donc ça, c'est la question du vide et du ma, que j'ai très fortement ressenti dans le jardin japonais. Un autre concept très important, c'est la question de la scénographie de la promenade aussi. En effet, lorsqu'on parcourt un site ou un paysage, chacun de nos pas nous fait découvrir un nouveau paysage et nous offre un horizon à chaque fois singulier. Les jardins chinois et japonais représentent des scènes qui évoquent des paysages mythiques et symboliques. Et ils se donnent à découvrir au fil d'une promenade dont le déroulement est soigneusement pensé, notamment au travers de dispositifs de seuil, de retournement et de jeux de cadrage. Dans le travail du projet, donc ce qui me semble absolument essentiel, c'est de travailler à la fois la question d'une cohérence d'ensemble, mais de mettre en scène aussi toute la promenade pour mettre le promeneur en situation de vivre une expérience différente dans son rapport aux éléments. Par exemple, les projets de berge mènent de point de vue hauteur à des vues rasantes à proximité de la rivière. Et la promenade est conçue comme une sorte de séquentiel cinématographique qui amène à découvrir les choses. Il s'agit d'un travail sur la mise en profondeur de plans successifs par un jeu d'immersion et de mise à distance du fleuve. Et parfois, dans des projets très minimalistes, comme par exemple celui du Grand Mail du Parc des Lilas, ce qui m'a intéressé, c'est peut-être plus un clin d'œil au Japon, c'est la façon de créer à partir d'un seul élément de multiples points de vue et de configurations d'usage. Par exemple, c'est un jeu entre la ligne du canal de fleurs et le rythme des passerelles qui génère une sorte de chorégraphie de la promenade en amenant des situations multiples. Un des thèmes qui est particulièrement porteur aussi pour nous, c'est la question de l'emprunt. L'empreinte scène qu'on trouve aussi bien dans le jardin chinois que dans le jardin japonais et qui consiste à faire communiquer l'intérieur et l'extérieur et à intégrer dans le jardin des éléments choisis qui peuvent être des lointains par exemple.
Ça veut dire inviter un arrière-plan à rentrer dans la scène des jardins, soit par des jeux de cadrage ou encore en cachant un premier plan disgracieux. Donc ça, c'est des choses que je trouve tout à fait intéressantes à utiliser dans les jardins. Par exemple, dans les berges, ce qui peut être tout à fait intéressant, c'est de cadrer la berge voisine, celle qui est en face, par la présence d'un ponton, donc il la met en exergue, on va la chercher, on l'amène dans le jardin. Ou par exemple, comme un jardin que j'ai réalisé à Villeneuve, inviter un coteau, on ne voit pas la Seine, mais j'ai essayé d'inviter le coteau qui se trouve de l'autre côté, en cachant le premier plan qui était celui des voies, donc qui est relativement disgracieux, et par le coteau, signifier la présence de la Seine. Donc autant de dispositifs qui peuvent être transposés dans un travail sur le jardin aujourd'hui. Et à Jinan, on travaille sur un projet qui est celui du lac Bayoun, et il y avait une très belle montagne qui se trouvait au loin, une digue qui existait mais qui n'était pas très lisible. Et l'idée, ça a été par le travail, le dégagement de cette digue, de faire rentrer la montagne en soulignant l'arrière-plan de la montagne pour la faire rentrer, la mettre en relation avec le lac. Enfin, un dernier thème qui est un petit peu plus éloigné de notre culture occidentale du jardin. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on pourrait très concrètement retrouver dans des projets de rénovation urbaine. C'est le fait que la dimension symbolique du lieu, c'est quelque chose de très très important pour les gens finalement dans les espaces qu'on crée aujourd'hui. D'où la question de la métaphore, qui est quelque chose que je développe dans les jardins. C'est-à-dire que je pense que la dimension poétique des lieux peut amener une véritable appropriation par les gens de l'espace dans lequel ils vivent. La métaphore, elle amène un ailleurs au cœur du jardin qui permet de recomposer un microcosme et qui fait appel à un monde plus large. Par exemple, le canal de fleurs du Parc des Lilas interpelle l'histoire des horticulteurs et celle de tout le site. Et elle parle aussi bien de l'histoire du site que de l'étendue de l'espace par une simple ligne qui est une sorte de métaphore, quoi. Le filet des pêcheurs à Villeneuve évoque le fleuve qui est plus lointain. Et par exemple à Rouen, dans un projet de rénovation urbaine, le fait d'utiliser certaines pierres, d'utiliser certains matériaux ou des éléments poétiques qui font référence au centre-ville permet d'associer finalement ce nouveau quartier à la globalité et l'ensemble de la ville. Donc ces dispositifs poétiques qui sont fondamentalement différents de finalement les éléments symboliques qu'on peut trouver en Chine, c'est aussi des choses qu'il faut qu'on amène, je pense, dans les jardins contemporains. Travailler la profondeur de champ, faire rentrer les lointains dans la scène, mettre le promeneur en situation de vivre une expérience qui dépasse le lieu proprement dit, sont autant de dispositifs qui renvoient à la totalité du paysage. En fait, ces dispositifs que tu nous évoques, les rythmes, les intervalles, les parcours, la création de scène, moi j'ai l'impression de lire ce qu'on peut trouver comme texte sur l'explication des jardins. Et donc, on est là tout à fait proche de ce que peut être la création contemporaine. Tu nous l'évoques de ton point de vue. Moi, j'aimerais bien avoir la lecture de Jérôme Damiens. Donc, le titre de son mémoire, vraiment, je vous le recommande. C'est pas forcément facile d'aller dans les écoles d'architecture. C'est le campus de Xiangshan, parcours d'un monde en miniature, qui a été mené sous la direction de Jean-Paul Midan. Et on a donc là, cette fois, la lecture de quelqu'un qui a une triple culture. Chez nous, l'hydraulique, c'est les paysagistes, mais c'est aussi les ingénieurs. On a aussi la lecture de l'architecte et avec ces éléments qui ont été évoqués par les uns et les autres, cette conception philosophique. Et j'aimerais que tu nous donnes un peu ton point de vue, parce que tu as passé une quinzaine de jours dans ce site de Xiangshan, mais peut-être d'autres qui te semblent importants et dont tu aimerais faire partager ton approche. Jérôme Damiens, donc. Bonjour. La difficulté à laquelle je fais face, c'est que bon, je ne suis pas dans une pratique, et je ne vais pas parler de projets qui sont personnels, je vais essayer de parler d'un architecte contemporain. Et on est face à une situation où, par rapport à cette tradition du paysage, des jardins et de l'architecture, il y a eu un moment de rupture et une pratique qui se redéveloppe
qui se nourrit d'une certaine manière et d'une manière assez personnelle chez Wang Shu de la tradition, mais qui va se nourrir aussi en fait de tout un ensemble de concepts venus de l'Occident. Dans les années 80, il y a eu les premières traductions de beaucoup de philosophes et de beaucoup de penseurs occidentaux. Ça a beaucoup influencé la génération d'étudiants de l'époque, et Wang Shu faisait partie de cette génération-là. Donc, d'une certaine manière, quand on aborde la pratique d'architectes contemporains chinois, que ce soit Wang Shu ou d'autres, ceux qui ont cette génération-là, on se retrouve face à la difficulté de comprendre, de se déprendre en fait de notre lecture des différents concepts mis en œuvre pour réussir à comprendre ce qu'ils sont en train de faire dans leur contexte, et non pas seulement de le voir comme une continuation ou quelque chose en lien de la tradition, de leur tradition et de ce qu'on en comprend, ou bien de concepts qu'on aurait chez nous. Alors, je ne sais pas si je vais parler directement du campus, ce sera peut-être dans un deuxième temps, mais je trouve qu'il y avait des points très intéressants que dans toutes les trois interventions sur lesquelles j'aimerais bien rebondir. À un moment, on a entendu parler d'une notion de commanditaire et d'ouvrier. C'est des mots qui sont assez connotés en fait actuellement aujourd'hui en Europe, en France, et je pense que dans l'esprit traditionnel et dans le travail de Wang Shu, il y a une différenciation sur ces notions-là. Le commanditaire et l'ouvrier fonctionnent différemment dans la culture traditionnelle chinoise. Si on prend par exemple la construction des bâtiments, donc un autre traité, le Yingzhou Fashi, qui est un traité assez fondamental sur la construction des bâtiments chinois, à la lecture, on pourrait dire que c'est un traité de charpenterie. Donc, mais en fait, beaucoup de gens qui l'ont étudié disent qu'il y a un approfondissement beaucoup plus grand qui donne une sorte de lecture de toute la connaissance et de tout le savoir-faire des métiers d'ouvriers dans ces projets-là. L'ouvrier n'était pas un simple exécutant en fait, il était une partie prenante du projet par ses capacités, et le commanditaire allait maîtriser un autre plan, et c'est la rencontre des deux et la manière dont ils allaient travailler qui allait donner ces projets-là. Je parle sous votre contrôle parce que je ne suis pas du tout un expert dans tous ces domaines-là, mais c'est la lecture que j'en ai faite. Je dirais que d'une certaine manière, on pourrait voir une sorte d'analogie avec la manière dont les cathédrales étaient faites. C'est-à-dire que vous aviez des artisans extrêmement compétents qui voyageaient de ville en ville, qui n'étaient plus attachés au territoire comme la plupart des habitants du Moyen-Âge, et qui travaillaient avec des commanditaires, qui étaient donc des religieux, et qui s'occupaient de... Donc d'une certaine manière, vous aviez ces artisans qui avaient cette capacité de construire des voûtes, de construire des bâtiments, de construire des vitraux, et qui allaient interagir avec les religieux pour essayer d'avoir cette signification, ce niveau philosophique à travers la mise en forme de l'architecture. Je pense que dans le rapport entre les lettrés et les ouvriers traditionnels, on est plus dans ce genre de relation que dans la compréhension qu'on a actuellement des choses. Et si on revient au travail de Wang Shu, par exemple, il y a clairement une volonté affirmée et défendue d'essayer de revenir à cette idée-là, de redonner une noblesse aux ouvriers et à leur travail, et d'utiliser à leur plein potentiel leur capacité de production, d'expression, avec toute la diversité que ça permet d'intégrer, pour essayer de faire quelque chose qui dépasse, qui va au-delà de simplement un bâtiment utilisable avec une notion de fonctionnalité directe. Donc je suis rentré dans ce campus un peu par hasard. J'avais lu un article dans Le Monde, je passais dans la ville, je suis allé voir et ça a été une grosse claque pour moi. Ça m'a énormément impacté et c'est pour ça que j'ai voulu revenir dessus et l'étudier en détail pour comprendre pourquoi. Parce que voilà, c'était pas évident. Et d'une certaine manière, je pense que ça m'a beaucoup parlé parce que pour ça, une certaine dimension de manifeste. Et on peut trouver un deuxième lien d'une certaine manière entre l'architecture de Wang Shu, qui n'est pas une architecture de jardin, et la pratique du jardin asiatique traditionnel. C'est cette idée finalement d'un lieu qui ne va pas être là pour lui-même, mais qui va être une porte pour expérimenter de manière concrète, physique,
une philosophie. Donc c'est l'expression d'une philosophie, mais pas sur un plan abstrait, pas sur un plan théorisé, mais sur un plan vécu. Je ne sais pas dans quelle mesure, pareil, ça peut être dit ou corrigé, mais c'est comme ça que j'ai lu, que j'ai compris un petit peu la manière dont le campus fonctionne, dans la manière dont il veut avoir un argument didactique qui se lirait à travers la manière dont il est organisé et la manière dont il est mis en forme. Est-ce qu'il y avait d'autres mots clés qui je trouvais importants? Je vais peut-être m'arrêter là pour commencer. On va peut-être rebondir. Oui, je crois que c'est... Moi, je ne peux qu'abonder parce que ça nous permet d'aborder le... Je ne peux qu'abonder, ça nous permet d'aborder le deuxième terme qui était évoqué. On sait qu'on avait des traités donc, qui ont été faits par des philosophes, par des poètes, par des fonctionnaires, mais en même temps, dans la réalisation, on a ces prises de position qui sont des prises de position philosophiques, comme tu l'évoques. Et là, j'aimerais de nouveau donner la parole à nos deux décrypteurs de ces cultures, Nicolas ou Chiu Chebing, qui veut commencer par rapport à cette lecture du jardin, lecture manifeste. Oui, je vais dire un mot. Pensée philosophique dans le cadre du Japon, je ne sais pas. Ce qui est certain, et ce qu'a déjà bien évoqué Chebing, c'est que on est dans le jardin chinois ou dans le jardin japonais, dans l'univers d'un lettré ou de lettrés qui communiquent entre eux par des codes. Et le jardin est l'expression d'un ensemble de codes de communication entre ces lettrés, notamment à travers principalement la poésie. Au Japon, donc les lettrés japonais, ceux qui ont conçu les jardins, ou les moines, enfin qui sont des lettrés aussi la plupart du temps, d'une part, connaissent parfaitement une grande partie de la poésie chinoise. Donc tous les lettrés au Japon sont à la fois écrivaient, composaient en chinois classique, et par ailleurs toute la tradition poétique japonaise en langue japonaise, puisqu'il y a les deux langues qui sont utilisées au Japon. Et donc pour revenir au jardin, au paysage, le paysage est le plus souvent, j'ai parlé de lieux imaginaires ou de lieux réels, mais ces lieux, les lettrés de Kyoto ne quittaient quasiment jamais Kyoto. Ils habitaient dans leur palais, ils allaient au mieux au palais de leurs amis, de leurs voisins, ils allaient au palais impérial pour ceux qui avaient des charges importantes, et parfois, dans leur carrière, ils pouvaient être nommés gouverneurs de province, ce qui était en général un drame absolument terrible. On partait, on mouillait ses manches, etc. Donc, en général, on quitte très peu Kyoto et on connaît finalement mal le pays. Réellement. On le connaît par contre très bien à travers la poésie, à travers les vers de ceux qui ont composé devant ces différents sites. Florence a évoqué plusieurs éléments dans son travail de paysagiste. Elle a parlé donc de l'intervalle, hein, de l'espace vide, de l'importance de l'espace vide, et elle a parlé de l'emprunt qu'elle a utilisé à plusieurs reprises. Et l'emprunt, donc l'emprunt de paysage, qu'on appelle en japonais shakkei, est un chapitre important hein, du Yuanyue. Il y a tout un chapitre sur l'emprunt de paysage. Je vais prendre un exemple à Kyoto. Il y a un temple extrêmement connu dans le nord de Kyoto, qui est le Ensuji, qui est un petit temple avec un jardin qui n'est pas d'une très grande dimension, qui est très simple, où on a les éléments que j'évoquais tout à l'heure. Un premier plan qui est la galerie du temple où on se tient quand on médite ou quand on est face au jardin. En général, on est assis. Puis, il y a une étendue vide
à l'origine qui était un sable blanc, comme je l'évoquais tout à l'heure, et qui est aujourd'hui recouvert de mousse. À l'arrière de ce vide, de cet intervalle, quelques roches qui représentent un paysage de montagne qui émerge au milieu de l'eau. En général, le sable symbolise l'eau. Donc on a évidemment, on utilise au Japon le même terme pour paysage, c'est sansui, c'est les monts et les eaux. Et puis en arrière-plan, le mur, la haie, qui est une haie faite d'arbustes avec les troncs de grands cyprès du Japon. Mais dans la conception du jardin, on a intégré entre les troncs des plants le mont Hiei, qui est le point culminant dans le bassin autour du bassin de Kyoto, qui est à peu près à 1000 mètres, un peu moins de 1000 mètres, qui est un mont extrêmement important car il protégeait la capitale et le palais de la direction Ushitola, qui est la direction néfaste entre toutes dans la géomancie chinoise, c'est la porte des démons. Et en haut de cette montagne, il y a le grand temple Enryakuji, qui est un grand monastère qui était un des plus puissants de la capitale du bouddhisme Tendai. Mais par ailleurs, on a plusieurs passages de la littérature, notamment dans les notes de chevet de Sei Shonagon, donc à l'époque ancienne. Sei Shonagon rapporte les propos de l'impératrice Teishi, qui regarde cette montagne et qui s'étonne de la neige qui tombe sur le mont du brûle-parfum. Et là, elle fait et donc tu as parlé de métaphore, elle fait une allusion au mont Lu, le Rozan en japonais, qui est une montagne de la Chine, de la province du Jiangsu, qui a inspiré nombre de grands poètes chinois, et notamment Bai Juyi, le grand poète Bai Juyi, dont Teishi était particulièrement éprise. Et donc là, on a un exemple tout à fait exceptionnel de quand on regarde ce jardin, on est certes face au mont Hiei, avec tout ce qu'il représente, le temple Enryakuji, la protection du palais, mais aussi la vision que le poète Bai a de son ermitage du Rozan, du mont Lu. Et on a là bien voilà, comment la métaphore joue, comment à travers cette culture de la poésie classique, on investit le lieu. Le lieu où on est devient le lieu de tel autre poète que l'on va particulièrement vénérer. Et les jardins, et je pourrais prendre tous les jardins historiques, on pourrait prendre Katsura, et il y a certaines personnes ici qui ont suivi mon cours des années sur Katsura, chaque pavillon, chaque îlot, chaque lieu est nommé, et à chaque fois que le lieu est nommé, on est dans la référence à tel autre poète, tel autre lettré avec lequel on vit et on raisonne. Cette mise en résonance alors, qu'est-ce qu'elle t'inspire ? J'ai noté plusieurs choses et je pense qu'il est essentiel de revenir à une période cruciale qui est la dynastie des Tang, que nous n'avons pas évoqué, donc 618-907, extrêmement important. Bojuyi est les deux grands poètes, c'est Tu Fu et Li Po, bien sûr, mais en ce qui nous concerne, qui nous intéressons au jardin, Bojuyi est un poète extrêmement important. Wang Wei aussi, mais c'est Bojuyi qui, là tu as prononcé aussi un mot important, qui est l'ermitage. Bon, bien sûr, l'ermitage de Bojuyi. N'oublions pas que Bojuyi est celui qui a prôné cet fameux érémétisme du médian. Non pas la grande érémétisme, qui consiste à être dans les cours, dans les palais, etc.,
et avoir les renommer et d'une certaine manière les mépriser. Et puis le petit érémétisme, pardon, qui se pratique dans les bois, dans les fleuves, etc. Mais c'est trop facile. Et bon, tu lui dis, moi j'aime l'érémétisme médian puisque ça me permet d'être en ville et de ne pas souffrir du faim et du froid. Et de ne pas avoir la monotonie d'être dans les bois, dans les fleuves, et d'avoir un minimum donc de distraction en quelque sorte. Donc l'érémétisme est quelque chose d'important puisque le lettré, pris par son devoir envers l'État, envers le prince, n'a pas le moyen d'aller se promener dans les montagnes, dans les fleuves, et par cette nécessité d'inviter, et pour ceux parmi notre auditoire a pu visiter le jardin de Shanghai, le jardin du Mandarin, le jardin Yuyuan, et il y a un panneau qui explique bien que Chengshi Sanling, c'est-à-dire les forêts et la montagne, est au cœur de la ville et qu'il est là pour jouir donc de cette montagne, de ces fleuves, qu'il n'a pas la possibilité de s'y promener en réalité, en physique. Et là, nous sommes aussi dans quelque chose qui est assez intéressant, qui est le fameux Woyo, c'est-à-dire voyager couché, à savoir représenter des paysages que l'on a vus sur les parois, soit en peinture, en fresque, soit en rouleau que l'on peut dérouler, que l'on peut bien sûr changer au fur et à mesure de ses humeurs, et à ce moment-là, voyager couché, à savoir que celui qui contemple en Chine, au Japon aussi bien sûr, qui contemple une peinture, il n'est pas extérieur à la peinture. Son regard pénètre totalement dans la peinture et fait la découverte et voyage à travers les crêtes, les falaises, les monts et les fleuves. Et une peinture de paysage n'est autre chose que ce qui est mis à plat en 2 dimensions par rapport à une vraie peinture ou à un jardin qui possède ces 3 dimensions ou voire ces 4 dimensions avec le temps qui passe. Très rapidement, pour revenir, tu as évoqué la géomancie, utilisons ce terme, bien sûr, mais qui est, à mon sens, qui est totalement dénaturé le terme de feng shui. Au Japon, je crois, dans les traités, il est question donc de ces directions néfastes, interdites, et dans certains traités, je crois que même on parle il faut planter 3 tilleuls, tandis des artefacts pour essayer de contrebalancer les influences néfastes, alors que dans le Yuanye, à aucun moment le feng shui n'est invoqué. Et à 2 reprises, Qi Cheng a parlé en des termes voilés de ce qu'on pourrait appeler le feng shui, mais en les critiquant extrêmement fortement. Et bien sûr, distinguons de quel feng shui nous parlons. Le feng shui, je crois que c'est, en tout cas pour moi, et je pense que pour le professeur Huang Qiheng, peut-être certains d'entre vous connaissez, un grand spécialiste, le plus grand spécialiste du feng shui, c'est un bon raisonnement en fait. C'est pas suspendre 3 clochettes à l'entrée d'une porte ou implanter un aquarium pour attirer les bienfaits de ce qui est de liquidité. Nous avons le même thème pour évoquer l'argent. Et je crois que le feng shui est quelque chose d'important. Et Qi Cheng est peut-être dans cet état d'esprit lorsqu'il parle donc de cette adaptation par rapport à un environnement, de l'utilisation de l'eau et comment canaliser cette eau. Et tout ceci est extrêmement, bien sûr, important. Et je terminerai peut-être aussi sur quelque chose dont tu as parlé, la pierre. Bien sûr, la pierre est quelque chose d'essentiel. Cette pierre qui est la montagne, la vision de la montagne que l'on peut voir, le contrôle du regard est également, bien sûr, quelque chose d'extrêmement important. Les angles de vision, en quelque sorte, et des études ont été faites sur des exemples de jardins, de pavillons, d'édifices qu'on a dans certains jardins chinois, et le regard est parfaitement maîtrisé avec ces cônes de vision. Et évidemment, l'empreinte de scène que Qi Cheng n'a pas inventé, puisque déjà sous la dynastie des Han, certains textes parlent de l'intégration d'éléments extérieurs au jardin. On parle du général Yuan Guanghan, qui dans son jardin avait fait élever des montagnes afin que celles-ci puissent se relier
en direction des vraies montagnes, des chaînes montagneuses qui se trouvent à plusieurs lieues donc, de son jardin. Donc, mais Chi-Cheng nous a laissé des textes extrêmement précieux, poétiques, sur cette empreinte de scène, mais alors bien sûr emprunté, mais ce n'est pas uniquement la vision, on emprunte par tous les sens, évidemment, on emprunte par l'odorat, on emprunte par le toucher, par tous les sens qu'il faut mettre en éveil pour capter tous les éléments de la nature. C'est un manifeste écologique que vous êtes en train de nous raconter? Est-ce que on n'est pas dans les préoccupations justement d'Amateur Architecture Studio Oui, disons que ce qui est intéressant, c'est de se demander finalement si on est dans une pratique traditionnelle de jardin qui sont des jeux extrêmement savants de références croisées et de commentaires sur des commentaires sur des commentaires de poésie, et qu'il y a eu ensuite une coupure, à la fois pour les Chinois et pour nous qui sommes de toute manière extérieurs à ça depuis des siècles. Qu'est-ce qu'on peut en tirer d'intéressant? Et ce qui est frappant, c'est qu'en fait, il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont vraiment intéressantes. Je me rappelle quand j'étais à Tsinghua, on m'avait passé le mémoire d'un autre étudiant qui analysait la structure spatiale d'un village à la campagne chinoise qui était encore dans son jus, qui n'avait pas été modernisé ou analysé. Et ça m'a permis de me rendre compte d'une chose, c'est qu'en fait, cette logique qu'on voit dans le jardin chinois, on dit souvent jardin, mais en fait, on pourrait dire paysage. Et ça résonne sur quelque chose que Wang Shu dit souvent, c'est que finalement, la Chine classique était un paysage poétique. Tout, c'était pas juste des jardins, c'était l'ensemble du territoire qui était organisé ou qui au moins était rêvé sous cette forme qu'on pourrait appeler un jardin. Et la peinture traditionnelle chinoise, finalement, représente cet idéal, où vous avez à la fois l'habitation, le lieu des humains, la nature environnante, un peu comme un jardin, et que vous montez vers les cimes infinies qui disparaissent dans la brume, dans une sorte de continuité dans laquelle on peut se promener librement, qui est librement accessible par le regard, parce qu'il n'y a pas d'hiérarchie dans le mode de représentation. Vous êtes dans quelque chose qui n'utilise pas de perspective, qui ne fixe pas un point de vue, soit d'observateur, soit de focale de vue. Donc finalement, un paysage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas seulement... Il y avait ce niveau des lettrés et des jardins extrêmement savants, mais il y avait aussi, avec ce que je disais tout à l'heure sur les ouvriers peut-être, mais aussi avec la structure spatiale d'un paysage. Finalement, un village traditionnel chinois ne commençait pas dans les murs. Vous aviez très 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 loin du village et vous aviez le long des chemins une petite statue, une petite porte, des petites choses qui petit à petit marquaient la transition entre l'espace des hommes et l'espace où les hommes n'étaient plus là. C'était une structuration paysagère qui finalement profondément obéissait aux mêmes choses. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que à l'époque, les lettrés n'étaient pas tous forcément dans les villes, j'ai l'impression. Il y avait aussi des lettrés qui vivaient à la campagne et qui participaient à ce rôle enfin, ils maîtrisaient la question de la signification, la question de la poésie, la question on pourrait dire du sens, d'une certaine manière, et les gens qui construisaient la maîtrisaient d'une autre manière. Le travail de Wang Shu, je pense, s'intéresse pas mal à ces idées de rétablir des continuités entre tout un tas de choses qui ont été coupées. Donc il parle beaucoup de la rupture de la modernité, comment faire une contemporanéité qui soit en continuité avec la tradition et non plus en opposition, comment faire une pratique architecturale qui permet non pas d'avoir un architecte sachant et des experts qui ensuite font faire à des ouvriers incultes et des choses qu'ils feront mal parce qu'ils savent rien faire, mais au contraire d'essayer de trouver des moyens pour qu'ils retrouvent une noblesse et un apport qui sont les seuls à pouvoir donner dans la pratique. Je parle peut-être de manière très abstraite, mais on pourrait prendre des exemples sur les fameux murs de Wapan qui réactivent. Donc c'est une technique de construction traditionnelle de la région dans laquelle ils pratiquent beaucoup, où finalement, étant donné que c'est une région où il y a énormément de typhons, la tempête arrive, la moitié du village est à terre, il faut reconstruire assez vite, sinon on n'a pas de toit pour s'abriter. Donc ils ont développé au fil du temps une technique où ils reprennent tout ce qui est par terre et ils arrivent à construire des murs en empilant des briques, des tuiles, des choses, et ils font des murs composites.
Wang Shu a réapproprié cette technique-là en l'utilisant comme matériau expressif, comme matériau d'expression, d'exposition, à la fois du passé, parce que vous avez un réemploi de tous les matériaux qui cyclent sur des siècles, des millénaires, et aussi d'une certaine manière avec une expression à la fois de l'artisanat, mais pas seulement de l'artisanat, aussi du fait que finalement il travaille avec des artisans qui ont l'habitude de travailler avec lui et qui savent vraiment maîtriser cette technique bien mieux que lui. Et il va donc leur laisser, avec une directive assez vague finalement, j'aimerais qu'on trouve l'ambiance des nuages, et il regarde ce qu'ils font. Et il accepte ou pas, il fait refaire ou pas. Alors il a le Pritzker, donc il a des conditions de travail assez luxueuses. Mais il essaie de mettre en place tout un tas de choses pour que finalement il ne soit pas le seul à dicter. Il ne va pas faire un plan de calpinage où il va dessiner exactement telle tuile ira là, telle brique ira là. Il arrive à dire bon bah faites-moi quelque chose, je regarde et on le modifie à partir de là. Voilà pour l'instant. Alors est-ce qu'il y a peut-être... Je vois l'heure avancer et en fait c'est vrai qu'on n'est pas là jusqu'à minuit et je me tourne vers vous. Parce que vous avez peut-être des questions que vous voulez poser vers vous, au public, que vous voulez poser aux uns ou aux autres, hein, qui... Il y en a plein d'autres. Merci. Vous nous avez apporté pas mal de choses pour une connaissance des jardins à la fois en Chine et au Japon, puis aussi un petit peu en France, hein, en faisant des éléments que vous pouviez trouver en Asie, hein, si j'ai bien compris. Mais ce qui m'a frappé dans certaines images, et particulièrement celles relatives à la Chine, ce que je voudrais savoir, c'est la place de la lumière. Et puis la deuxième chose, vous avez parlé de poésie, à un moment donné on a parlé de peinture. Ce qui m'a frappé aussi, c'est des ouvertures qui sont comme des cadrages et qui se transforment en peinture par rapport à l'intérieur, par rapport à l'extérieur. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Très bien. Vos questions sont parfaites. Pour moi, oui. Pour moi, elles sont parfaites. Je vais juste dire un mot rapide et puis je passerai la parole. C'est vrai que ce qui est intéressant dans cette idée qu'il y a des lettrés, c'est que finalement, les lettrés étaient ceux qui produisaient la poésie, qui produisaient la peinture, qui produisaient le jardin. Et donc, il y a effectivement une sorte de recherche de cohérence entre les différents éléments qui fait que on retrouve dans certains éléments de l'architecture ou du jardin une référence à une forme picturale, une référence à une forme poétique. On va mettre tel arbre qui va avoir des fleurs qui font un certain parfum, qui font référence à une certaine poésie. Et donc c'est des choses qui effectivement se retrouvent même dans la pratique contemporaine chez Wang Shu par exemple. Chebin, tu veux ajouter? Pour répondre à la question sur la lumière, bien sûr, la lumière est quelque chose d'extrêmement important. Selon la luminosité que vous avez, le regard que vous portez sur un jardin, sur un paysage est totalement différent. Chi-Cheng est extrêmement clair là-dessus, puisqu'il parle de 4 périodes. Bon, bien sûr, quand on parle de 4 périodes, on pense surtout printemps, automne, été, hiver, mais c'est aussi les 4 périodes de la journée. Lorsque vous vous promenez dans un jardin ou dans un paysage, que ce soit le matin, le midi, le soir ou la nuit, la vision que vous avez est forcément différente. Et nous avons des peintures, je ne sais pas si c'est le cas au Japon, je suppose, c'est également des peintures, par exemple, de la dynastie des Song, qui représentent un maître de séance en train d'attendre les visiteurs avec des torches allumées pour une visite de jardin la nuit. Donc là, on a des perceptions totalement différentes grâce à une lumière qui est différente. Bien sûr, la lumière est quelque chose avec lequel on joue. Évidemment, les ombres projetées, le mur étant une feuille de papier de riz blanchi à la chaux, donc un papier de riz, sur lesquels les tiges de bambou avec l'ombre projetée, avec les feuilles vont jouer. La deuxième question, c'était... Les cadrages. Le cadrage, bien sûr, c'est extrêmement important, c'est-à-dire la scène qui est vue à travers une porte, une fenêtre, est encadrée. C'est-à-dire une similitude totale entre une peinture
avec la petite bande de papier qui délimite ce qu'on appelle en Chine le cœur de l'image par rapport à la peinture entière. Et vous avez ce bande de papier qui est reproduit par la brique, la terre cuite, qui encadre donc ces scènes. Et Nicolas tout à l'heure parlait, l'écrit est quelque chose d'extrêmement important puisque vous avez un panneau qui est suspendu en haut, qui permet de désigner la scène. Vous avez une sentence parallèle qui est suspendue de part et d'autre, qui complète cet univers poétique. Donc évidemment, la peinture, la scène que vous voyez est une peinture, et le lien entre peinture et jardin, 2 dimensions, 3 dimensions, est quelque chose de flagrant. D'abord un grand merci parce que c'est absolument passionnant. Ce qui me frappe et que j'aimerais approfondir un peu, c'est la question du parcours et de l'appréhension. On a parlé des cadrages, mais le parcours conduit à une appréhension des vues et des paysages en perpétuelle évolution. Et vous avez dit chaque pas offre un autre paysage. Quand Wang Shu a donné la leçon inaugurale de l'école de Chaillot, juste avant d'avoir le prix Pritzker, il a commencé effectivement par parler de la peinture traditionnelle chinoise d'il y a 1000 ans, en expliquant le parcours que ces peintres effectuaient, le parcours des paysages qu'ils effectuaient pendant parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, avant de capturer ce paysage sur un rouleau, sur une peinture. Et il a expliqué comment, dans son université, il avait essayé de s'inspirer de ça pour construire. Et les parcours que l'on a vus sur les photos de l'université, ces parcours obliques qui font le tour des bâtiments, qui permettent d'avoir une vue, d'appréhender petit à petit l'ensemble du paysage, sont extrêmement particuliers et très, très frappants pour des architectes ou un public occidental. Que change, à votre avis, le fait que ces parcours ne sont plus réservés à des lettrés, mais sont ouverts à l'ensemble de la population, en l'occurrence d'étudiants, mais aussi au sens plus large. Et cette question, elle s'adresse un peu à tout le monde parce que Florence Mercier, dont le travail est absolument formidable, elle s'adresse à un public largement ouvert. Donc les visiteurs ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce que ça change ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent par rapport au jardin des lettrés, c'est cette référence culturelle, symbolique, qu'on ne trouve pas par exemple dans les espaces publics qu'on aménage. Par contre, le terme même de paysage induit cette dimension commune culturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a paysage que dès lors qu'il est vu, interprété, c'est ce que dit Augustin Berg ou Alain Roger. C'est-à-dire que l'espace concret devient paysage dès lors qu'il y a une référence culturelle commune. Et quelque part, j'ai parlé justement d'une situation extrême qui serait la question de la rénovation urbaine, qui est le fait que tout d'un coup, retravailler sur ces espaces qui n'ont pas d'identité et qui posent un certain nombre de problèmes, tout d'un coup leur donner une sorte de valeur poétique ou culturelle, amène aussi une dimension de reconnaissance en fait, d'appartenance du paysage. Et tout d'un coup, les habitants se sentent concernés par le propre paysage. Donc, d'où la question ensuite du parcours que vous évoquiez, qui ne se passe pas au travers finalement d'éléments symboliques qui ont des références culturelles poétiques extrêmement fortes. C'est d'autres références qu'il nous faut mettre en œuvre au travers de ces parcours et qui vont participer finalement de valeurs et de reconnaissance commune du paysage qui est une sorte de bien commun, quoi. Donc le paysage est toujours culturel et le fait d'aménager un territoire, d'aménager un paysage fait forcément référence à cette question de la culture. Peut-être sur la partie du travail de Wang Shu.
Donc effectivement. Alors déjà, ce qui est frappant dans ce campus, c'est que ce n'est pas que les étudiants qui y sont, il y a beaucoup d'habitants et de touristes et de visiteurs qui viennent de partout et qui se promènent au quotidien dans le campus. Ça, c'est la première chose. Et une deuxième chose qui est frappante, c'est que les gens sont dans ce campus et regardent l'architecture. C'est pas forcément évident que des gens qui sont pas architectes ou qui sont pas formatés à regarder les bâtiments, à regarder l'architecture, se mettent à la regarder spontanément. Et il a vraiment voulu, je pense, tout est structuré et organisé dans ce campus pour amener les gens à regarder l'architecture et à travers le regard, déclencher le parcours. En fait, on parle beaucoup de parcours, mais la question c'est pourquoi un parcours? Pourquoi est-ce qu'on se bougerait alors qu'on pourrait rester assis et voyager? C'est un truc qui est marrant dans la logique des vues, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on ferait ce parcours d'une vue à l'autre, vu qu'on a une vue qui est très bien devant nous. Et donc la question de l'adduction du parcours change fondamentalement entre le jardin traditionnel et la logique de ce que fait Wang Shu. Il va travailler en brodant sur une lecture personnelle du structuralisme et de Barthes, où il va dire finalement l'architecture, la ville, partout, que tout le monde connaît, parce que tout le monde vit dans une ville, tout le monde a vu des choses, tout le monde a vu un peu de peinture ou pas, mais tout le monde a une référence d'une maison. C'est le corpus de référence à partir duquel on va travailler pour former de la poésie, des éléments qui, en étant présentés plusieurs fois et un peu différemment à chaque fois, vous prenez le mur de Wapan par exemple, avec toutes les briques, les tuiles, il est chaque fois un peu différent, il est chaque fois un peu pareil. Et donc vous avez envie d'aller voir le suivant, parce que le suivant il est un peu différent. Et à force d'en voir plusieurs comme ça, ça prend un peu de corps, ça prend un peu de sens. Vous en auriez qu'un, ce serait un peu ridicule, ce serait sans intérêt finalement. Ce serait, il a pris ça dans un vieux village, il l'a mis là. Mais il l'utilise pas du tout comme ça. Il le prend, il en met plusieurs, et vous avez envie d'aller voir le suivant. Et en fait, dans la première fois, vous allez le voir avec du bambou à côté, mais la deuxième fois, il sera avec du béton à côté, et la troisième fois, il sera sous un auvent de bois. Et donc c'est cette mise en série de manière assez systématique qui engendre le parcours, et c'est ensuite quand vous êtes dans ce parcours que vous allez vous mettre à voir les choses et que le sens va naître. Parce que finalement, c'est l'héritage du structuralisme chez lui, c'est de se dire que le sens des choses naît du fait de voir une variation sur un type. Donc vous avez plusieurs variantes de ci, plusieurs variantes de ça. Et ça se voit dans le campus à plein d'endroits. Par exemple, quand vous regardez dans la partie nord du campus, vous l'avez visité peut-être? Alors, le campus est organisé comme un grand carré. Vous avez une montagne au milieu et tous les parcours, étonnamment, donc du coup c'est un peu bizarre parce que vous avez un campus, mais tout est organisé avec un grand parcours circulaire. Il a mis en haut les installations sportives, en bas la cantine et les dortoirs. Donc les étudiants passent leur temps à faire des allers-retours. Les bâtiments universitaires sont entre les deux. Non mais ça c'est très important en fait, parce que ça force le parcours, ça force les gens à passer devant toutes les choses, et c'est donc là que la lecture peut commencer à se faire et qu'on peut commencer à avoir la signification des choses qui se met en place. Parce qu'on est face à des gens qui n'ont pas cette culture lettrée, qui vont pas, dès qu'ils voient un arbre, se dire « Ah tiens, ça me fait penser à telle chose ». Une fois qu'il a mis ça en place, finalement il va faire un parallélisme des différents parcours. Ce ne sera pas un cheminement, ce sera plusieurs cheminements qui sont les uns à côté des autres avec différentes ambiances et une variation. Et la montagne est aussi un de ces chemins. Vous avez des petits cheminements. Vous pouvez aller dans la montagne, les chemins ont été conçus, ils sont plus ou moins entretenus, et donc tout ça se met en place pour vous dire quoi? Pour vous dire, finalement on est dans un campus, mais il y a un réservoir d'endroits un peu inconnus, un peu perdus, un peu méconnu au milieu là, et on sait pas trop ce qui se passe, mais on peut y aller, et en même temps on va peut-être pas y aller. Et quand on va dans les bâtiments, si on rentre par le rez-de-chaussée, on est entouré d'arbres et on a des gros murs doublés en pierre sans fenêtre. Par contre, si on monte à l'étage, on se retrouve au-dessus des arbres, en contact direct, en dialogue direct avec la montagne. Donc ils tissent comme ça à partir de l'organisation de l'espace. Déjà vous regardez les choses, vous avez ce réservoir d'infini dans un monde miniature, ce dont on parlait dans le titre, et l'étage noble, la logique des choses, qu'est-ce que c'est que vous êtes en face et vous avez ces bâtiments qui sont, je vais dire 4 fois le même, c'est-à-dire que vous avez un bâtiment à cour, à l'extérieur c'est des murs blancs, avec des tuiles noires. Au centre, vous avez une cour en bois. Et les 4 vont être légèrement
des accès avec une légère différente et vont s'ouvrir sur la montagne. Et donc quand vous êtes dans la cour, vous arrivez, vous avez les arbres qui vous donnent cet espacement peut-être, et ensuite vous avez la montagne. Donc vous avez un message en fait, vous avez ce dialogue et cette mise en continuité du monde humain et du monde naturel. Comme il y a beaucoup de questions et qu'il ne reste que 5 minutes, je vous demande un mot à chacun, pas plus, et je donne la parole à chacun. Soyez Celui-ci fonctionne bien. Voilà, je fais très rapide. Donc oui, par rapport à cette idée de lettré, en fait, à quoi correspond finalement socialement ce statut de lettré? Moi, j'ai l'impression au Japon que, par exemple, ce sont les grands maîtres de cérémonie du thé qui ont ce statut, et voilà. Excusez-moi de couper la parole à chacun, mais si je la donnais à tous. Oui, c'était juste sur un aspect de la relation entre poésie et jardin, parce que vous avez surtout parlé de choses qui sont de l'ordre de la métaphore, de l'évocation, l'homophonie, mais il y a une partie dans la poésie classique chinoise qui est notamment l'alternance de la description et du ressenti et de la pensée. Et c'est peut-être plus aisé à transporter dans le monde contemporain. Merci, je suis méchante. Je sais que souvent, comme on parle le jardin lettré, souvent en Chine, c'est les mandarins, hauts fonctionnaires de la cour impériale, ils font construire le jardin pour leur vie après la retraite. Je sais que même il y a un lien avec la France. Il y a l'ambassadeur de la dernière dynastie Qing, l'ambassadeur Xue, il est venu en France, même il a passé son séjour quand il est de retour en Chine, il a intégré des éléments européens dans son jardin chinois. Ce jardin existe encore aujourd'hui dans la ville de Wuxi. Il a intégré un cours carré et aussi une salle de billard dans son jardin chinois. C'était intéressant, oui. Bonsoir. Peut-être je parle une phrase. Alors, si vous voulez savoir les jardins lettrés chinois en France, il existe depuis 14 ans. Vous tapez jardin Illy. Et puis tous les samedis, dimanches après-midi 15h30, il y a le visite liquidée. Hein? Entre les Versailles et Rambouillet. Merci beaucoup. C'était Non, moi je voulais juste dire pour le musée Adachi, je pense que si effectivement on n'a pas une émotion considérable, c'est pas tellement à cause des vitres, parce qu'il y a une partie du jardin qu'on peut, sur la gauche, où il n'y a pas tout le plan aquatique par exemple, mais il faut rappeler que c'est un jardin qui a été construit en 1953 et que peut-être là, il y a la difficulté à y voir finalement une arme, quoi. Moi, je suis un petit peu étonné qu'on n'ait pas parlé de ce concept ou de ce mot japonais qu'on trouve dans le traité des jardins, donc que vous avez cité, le sakutaiki, c'est le fusei, qui est quand même quelque chose qui renvoie à l'émotion qu'on peut avoir devant la nostalgie des choses, la beauté, l'harmonie, etc. Pardon? C'est trop? Voilà, vous avez quelques questions supplémentaires avec, comme vous voulez, chacun une phrase pour y répondre. Non, je pense que ce qui est important, ce qui est aussi dans l'énoncé, je crois il y a cette notion de poétique extrêmement importante. Alors ce jardin, moi je ne connais pas, mais d'après ce que j'en entends, c'est qu'effectivement on donne à voir, mais entre ce qu'on voit et ce qu'on peut imaginer, et qu'il y a ce grand espace de la peinture traditionnelle chinoise où il y a ce vide qui est l'espace en devenir qui est extrêmement important, et peut-être que dans ce jardin, il n'y a pas ce souffle, hein, ou ce fameux chi, hein, cet esprit, ce souffle médian, cette résonance qui permet que on a à voir, certes, mais c'est l'homme qui parachève. Donc il faut l'intervention de l'homme, c'est ce regard que l'on porte
Et je crois que c'est ça qui fait le paysage. C'est pas quelque chose de neutre, le paysage. Le paysage, c'est aussi le regard de l'homme et l'esprit qui l'anime. Sur la poésie. La poésie, tout simplement. Pour rebondir sur la dernière intervention, je pense que le jardin de Dadachi, aussi parfait soit-il dans ses compositions, dans son entretien, tout est parfaitement taillé au millimètre près, il manque de Fousset, justement. C'est que, voilà. La traduction de Fousset ? C'est difficile à traduire. Hein, mais... oui. C'est quoi en chinois Fengtrou. Ah. Je vais peut-être... Allô ? Oui, je vais peut-être juste rebondir sur la question des lettrés. Alors, je ne connais pas le Japon, mais je dirais que ce qui est important de se poser comme question, c'est est-ce que vraiment les lettrés, même s'ils faisaient un jardin pour eux, dans leur maison, leur contribution était vraiment uniquement une question d'amusement personnel. C'est-à-dire que je pense que ça débordait la société de manière beaucoup plus large, et qu'il y a des interactions qu'on a beaucoup de mal à comprendre actuellement sur la manière dont ça fonctionnait. Ce que c'était qu'être un lettré et la manière dont ça se diffusait dans la société, et ce que c'était qu'être à l'inverse un artisan et la manière dont ça se diffusait aussi dans la société. Je pense que c'était vraiment pas juste un petit monde fermé pour la petite élite uniquement. Il y avait des conséquences sur l'ensemble de la société de cette organisation sociale. Je sais pas si ça... D'autres questions ? Oui, puis peut-être simplement pour parler des jardins aujourd'hui, il me semble qu'il y a deux dimensions fondamentales du jardin. C'est qu'un jardin, il se vit dans tous les sens. Déjà, c'est un lieu à vivre. Et par exemple, moi, j'ai appris à aimer la pluie en visitant les jardins au Japon, le bruit de la pluie. Donc, toutes ces données atmosphériques, sensorielles, c'est pas seulement du visuel, c'est aussi le tactile. Sachant que le tactile, on peut aussi le retrouver dans le visuel, la texture des arbres. Donc voilà, ça c'est une donnée absolument essentielle. Un jardin, il se vit, il se respire. Donc ça, c'est une donnée forte. Et un jardin, c'est aussi un acte culturel. C'est-à-dire que dans un jardin, on parle ensemble, on a des références, des significations, et c'est un art aussi. Et peut-être on peut l'étendre plus généralement à l'aménagement de notre territoire, où finalement aujourd'hui, ce qui est important dans l'architecture, le paysage, c'est que intervenir finalement toute la planète aujourd'hui peut être considéré comme un jardin, parce qu'il n'y a pas d'endroit qu'on n'ait pas atteint. Et que cette dimension commune culturelle, elle est absolument aussi essentielle, et quels sont nos codes et nos messages culturels, quoi. Merci à vous pour vos questions. On a tâché d'y répondre dans le temps court qui était celui qui restait. Merci à vous tous. Prochain rendez-vous Chine le 4 décembre sur le logement avec une architecte canadienne, Isabelle Marie Saint-Cyr, un doctorant en sociologie, Manuel Caron, Bernard Aumont qui sera le modérateur des débats. Et puis, vous avez également, on vient de rapporter quelques-unes des affiches de l'exposition Chine, construire l'héritage qui se tient à Lyon, Archipel, Place des Terreaux, jusqu'au 20 janvier. Voilà pour le programme Chine de la fin de l'année. Merci à vous.